L'articulation du genou permet 2 degrés de liberté en flexion-extension avec 150 degrés d'amplitude et en rotation avec environ 15 à 20 degrés d'amplitude. L'articulation du genou a cela de particulier qu'elle est immédiatement sous-cutanée, donc les reliefs osseux et les anomalies déchirures ligamentaires vont être directement examinables. Cette articulation a une position verrouillée lorsque le genou est en extension et une position déverrouillée lors de la marche lorsqu'il est en flexion. Ce genou est en rapport postérieur dans le pli de flexion avec le pédicule vasculonerveux poplité. Le volume de l'articulation est particulièrement développé, il s'agit de la plus volumineuse articulation du corps humain. Dans cette articulation, on va trouver 3 compartiments dans une même cavité donc, avec un compartiment fémoro-patellaire, un compartiment fémoro-tibial médial et latéral. Sur ce schéma, nous plaçons la rotule en avant, le fémur, ici en flexion, en arrière et en haut, le tibia. En arrière du tibia, la fibula, qui s'articule avec une petite facette ou arthrodie, mais qui ne fait pas, à proprement parler, partie de l'articulation du genou. La capsule articulaire est le moyen d'union principal qui unit ces pièces osseuses. Elle est tapissée de synoviales et qui se développe plus particulièrement sous le muscle quadriceps. Ce muscle quadriceps s'insère sur la rotule et sa puissance est transmise au tibia par le biais du ligament rotulien qui s'insère, nous verrons, sur la tubérosité tibiale antérieure. Les surfaces articulaires du genou en vue ventrale se présentent ainsi. Le fémur est en flexion et l'on peut voir les surfaces trochléennes qui font face à la patella avec une joue latérale et une joue médiale, la joue latérale étant plus développée. Cette joue plus développée lutte contre la luxation latérale de la patella. Au milieu, une crête mousse qui vient se placer dans le sillon entre les 2 facettes trochléennes du fémur et qui centre et qui guide la trajectoire de la rotule en haut et en bas dans cette trochlée. La pointe de la rotule n'est pas recouverte de cartilage. Sur cette pointe va s'insérer le ligament rotulien. Le deuxième compartiment est le compartiment latéral avec un condyle fémoral latéral et une glène tibiale qui lui fait face. Le troisième compartiment est le compartiment médial avec le condyle fémoral et la glène qui lui fait face. Entre ces condyles, on trouve une zone non recouverte de cartilage qui est l'échancrure intercondylienne où nous verrons s'insèrent les ligaments croisés au niveau du fémur. Au niveau du tibia, en face du condyle médial, on trouve la glène. Entre les 2 glènes, nous trouvons l'épine tibiale sur lesquelles vont s'insérer les ligaments croisés. À la face antérieure du tibia, nous trouvons en avant et au milieu la tubérosité tibiale antérieure. Latéralement, nous trouvons le tubercule de Gerdy avec des insertions musculaires et ligamentaires qui sont importantes. La géométrie des surfaces articulaires est très importante pour comprendre la physiologie du genou, en particulier de la flexion-extension. Les condyles présentent un rayon de courbure dorsal qui est plus petit que le rayon de courbure ventral. La distance entre le point d'insertion du condyle en arrière et la surface articulaire est de 15 mm, alors qu'en avant, elle est de 50 mm. Ainsi, lorsque l'on passe de la flexion à l'extension, les ligaments vont se mettre en tension. On constate ainsi que, par exemple, sur un ligament collatéral tibial, les ligaments sont détendus en flexion et tendus en extension. Ceci est directement la conséquence du changement de rayon de courbure. Ainsi,
la position en flexion est la position déverrouillée du genou, alors qu'en extension, les ligaments sont tendus et verrouillent le genou, c'est-à-dire tendent à rapprocher les deux surfaces articulaires. Sur ce schéma, on peut constater que les condyles latéraux et médiaux ne sont pas symétriques. En effet, sur une vue distale du fémur, on constate que le condyle latéral a une forme plus arrondie et large que le condyle médial et que globalement la direction des deux condyles diverge vers l'arrière. Sur une coupe frontale, le condyle latéral est plus large que le condyle médial et ceci correspond bien sûr en miroir à l'aspect des glaines latérales et médiales, c'est-à-dire que la glaine latérale est plus large alors que la glaine médiale est plus étroite. La longueur des condyles est également différente. Le condyle latéral est plus court que le condyle médial. Sur la vue sagittale des surfaces articulaires tibiales, on constate que la glaine latérale est convexe alors que la glaine médiale est concave. Ainsi, il y a un meilleur guidage au niveau du compartiment médial entre condyle et glaine, puisque les deux surfaces vont plus s'encastrer, alors qu'au niveau du compartiment latéral, le condyle latéral pivote sur une surface glénoïdienne latérale qui est convexe. Cette dissymétrie des surfaces articulaires se voit lors du passage de la flexion à l'extension. Ainsi, si l'on représente un topogramme du fémur avec les deux surfaces condyliennes latérales et médiales, et que l'on superpose un topogramme du tibia avec les deux surfaces glénoïdiennes latérales et médiales, on va constater que lors de la flexion-extension, la longueur différente des condyles va induire une rotation externe automatique du tibia sous le fémur. Ainsi, le fémur pivote au-dessus de la surface glénoïdienne latérale alors qu'il se déplace en translation dans la surface glénoïdienne médiale. Lors de l'extension, le tibia s'est donc déplacé en rotation sous le fémur puisque le condyle a glissé en avant dans la glaine. Il y a donc une rotation externe automatique qui se produit lors du passage de la flexion-extension. Le tibia se met en rotation externe sous le fémur. Voyons maintenant les surfaces articulaires accessoires et en particulier les ménisques et les moyens ligamentaires de fixation de ces ménisques. Voici ici une vue supérieure des surfaces articulaires tibiales et l'on reconnaît en avant la rotule, en dedans le ménisque médial qui a une forme de C ouvert, c'est-à-dire que les cornes méniscales sont éloignées les unes des autres, alors qu'au niveau du ménisque latéral, l'aspect est celui d'un O, c'est-à-dire que les cornes méniscales ont tendance à se rapprocher. Il existe une variation anatomique qui consiste à avoir un ménisque parfaitement fermé, d'aspect discoïde, où les deux cornes méniscales se touchent. Pour retenir cette disposition, voici un moyen mnémotechnique. Dans le mot Citroën, vous avez le ménisque médial fermé en forme de C, ménisque interne en forme de C, ou le ménisque externe en forme de O. L'aspect global est celui d'un compartiment latéral qui est centré autour du point d'appui du condyle latéral dans la glaine latérale, alors que dans le compartiment interne, l'aspect est plus étiré, permettant une translation du condyle médial dans le compartiment médial contre la glaine médiale.
Ces ménisques sont insérés sur l'os au moyen de freins méniscaux qui sont des petits ligaments qui fixent les cornes méniscales au niveau de la zone des épines tibiales. Au niveau du ménisque latéral, les freins convergent vers les épines tibiales. On retrouve la même disposition pour la corne postérieure du ménisque médial. Par contre, le frein méniscal antérieur du ménisque médial s'insère sur la surface préspinale. Nous avons une insertion d'une corne antérieure à l'autre corne antérieure au moyen d'un ligament jugal ou ligament transverse du genou. Ces cornes et ces ménisques sont également en connexion avec la rotule par le biais des ligaments ménisco-rotuliens. Les cornes postérieures du ménisque latéral sont connectées au ligament croisé postérieur par le biais du ligament ménisco-fémoral. Nous avons également un ligament ménisco-fémoral antérieur pour le ligament croisé antérieur au niveau de la corne antérieure du ménisque médial. Des muscles sont également connectés à ces ménisques. Dans le compartiment latéral, le muscle poplité comporte une insertion au niveau de la corne postérieure du ménisque latéral. C'est le ligament ménisco-poplité. Au niveau du compartiment médial, le muscle semi-membraneux est connecté à la corne postérieure du ménisque médial par le biais du ligament ménisco-membraneux. La capsule recouvre l'ensemble de l'articulation. Elle est plus ou moins connectée au ménisque. Au niveau du compartiment latéral, la capsule est séparée de la corne postérieure du ménisque latéral par le muscle poplité qui a un trajet intracapsulaire. Au niveau du compartiment médial, le ligament collatéral médial est beaucoup plus adhérent au ménisque médial qui le fixe au niveau du plateau tibial interne ou médial. Nous trouvons dans le compartiment externe un ligament collatéral fibulaire qui, lui, est par contre à distance du ménisque latéral. Voyons maintenant les surfaces articulaires du genou sur une coupe frontale. On reconnaît le fémur en haut, ici le genou est en extension, la fibula en bas et en arrière, la membrane, le tibia et la membrane synoviale qui tapisse l'articulation. On voit positionner les ménisques ici externes et internes, ou ménisque latéral et ménisque médial. On se rend compte que la base du ménisque externe est libre, non adhérente à la capsule, alors que le ménisque interne, lui, est fixé à la capsule par sa base. C'est le muscle poplité qui s'interpose entre la base du ménisque externe et la capsule. Le ligament collatéral fibulaire est lui aussi mis à distance et va se trouver non adhérent au ménisque, alors que le ligament collatéral tibial, par son plan profond, est en contact avec la base du ménisque médial. Il s'agit en fait d'un épaississement local de la capsule. Voyons ici un aspect du ménisque interne et l'on reconnaît son aspect triangulaire à la coupe. Il faut bien comprendre sur cette petite cartouche que le ménisque n'est pas un élément mécanique qui supporte le poids du corps, placé entre le fémur et le tibia, mais qu'il se place médialement ou latéralement pour augmenter la surface de contact et donc guider les mouvements entre les pièces articulaires, les pièces osseuses. Le contact entre fémur et tibia se fait par le biais de la zone médiane des compartiments et ne passe pas par le ménisque.
c'est lorsque le ménisque va malencontreusement se glisser entre les deux surfaces articulaires qu'il va être lésé, et si ce phénomène se reproduit de manière fréquente, il va finir par se détériorer et présenter des lésions qui nécessiteront peut-être l'ablation du ménisque sous arthroscopie. Voyons maintenant le plan ligamentaire antérieur du genou. Ce plan ligamentaire va limiter la flexion et également transmettre la puissance du quadriceps à la tubérosité tibiale antérieure pour produire l'extension. Nous reconnaissons donc au niveau du tibia la tubérosité tibiale antérieure, latéralement le tubercule de Gerdy, médialement le tubercule tibial médial qui en fait est une surface et est peu prononcé. En haut, le muscle droit antérieur a ses fibres verticales qui vont s'insérer sur la base rotulienne. Certaines fibres vont continuer et venir renforcer le ligament patellaire ou ligament rotulien qu'on appelait autrefois le tendon rotulien. Pour stabiliser la course rotulienne, il faut des ailerons qui vont permettre de guider la rotule dans sa course du haut vers le bas dans la trochlée fémorale. Nous trouvons latéralement et médialement le réticulum patellaire transversal latéral qu'on appelle aussi aileron rotulien. Nous avons exactement la même disposition médiale, mais la rotule ayant tendance à se luxer latéralement, ce rétinaculum patellaire transversal médial est particulièrement important. C'est lui qui se déchire lors des luxations de rotule. Le muscle vaste externe est une composante du quadriceps et ses fibres terminales vont contribuer à la stabilité de la rotule au travers du rétinaculum patellaire longitudinal latéral, qui est aussi une composante de l'aileron rotulien, et qui comporte un faisceau direct dont les fibres vont s'insérer distalement sur le tubercule de Gerdy, et un faisceau croisé qui vient passer en pont sur la pointe de la patella pour aller s'insérer sur le tubercule tibial médial. En dedans, nous avons la même disposition avec le muscle vaste interne dont les fibres distales tendineuses vont s'insérer directement sur le tubercule tibial médial composant le faisceau direct du rétinaculum patellaire longitudinal médial. Les fibres croisées vont s'insérer sur le tubercule de Gerdy et passent en pont sur la pointe rotulienne, réalisant avec les fibres du vaste externe un haubanage croisé qui renforce la stabilité de la rotule. Voyons maintenant le plan ligamentaire postérieur du genou. Ce plan limite l'extension et nous allons trouver des éléments qui vont produire la flexion et aussi la rotation interne qui lutte contre la rotation externe automatique du genou. Nous voyons l'élément le plus important et de loin, car c'est le plus épais, qui sont les coques rotuliennes. Ces coques rotuliennes empêchent la luxation du genou. Lorsqu'elles sont déchirées, le fémur n'a plus de connexion avec le tibia. Ces coques rotuliennes s'insèrent au-dessus des condyles en arrière et en arrière des surfaces glénoïdales tibiales en bas. On trouve également un élément musculaire court dont nous avons décrit partiellement le trajet. Il s'agit du muscle poplité qui s'insère à la face postérieure du tibia et dont les fibres montent ascendantes, obliques et latérales pour rentrer à l'intérieur de la capsule. Et je répète que ces fibres sont extrasynoviales et intracapsulaires. Nous trouvons également le muscle semi-membraneux dont nous avons déjà parlé, qui descend vertical. Il s'agit d'un muscle ischio-jambier, donc qui provient de l'ischion au niveau du bassin, et qui descend vertical. Ces terminaisons distales présentent trois éléments qui sont
un faisceau direct pour la zone postérieure du tibia, un faisceau réfléchi qui va contourner l'épiphyse tibiale proximale parant dedans, et un faisceau récurrent qui a donc un trajet arétro, oblique, vers le haut et le dehors, et qui va aller renforcer la coque condylienne. Il s'agit du ligament poplité oblique. Nous trouvons un élément purement ligamentaire qui est le ligament poplité arqué, qui forme une arche sous laquelle va s'engager le muscle poplité. L'insertion proximale de ce ligament poplité se fait au niveau de la fabella, qui est un élément osseux, parfois considéré comme un os surnuméraire. Il s'agit d'un os sésamoïde, c'est-à-dire développé dans une zone de tension ligamentaire. Le faisceau récurrent du muscle semi-membraneux et le ligamenté poplité arqué convergent dans leur insertion latérale sur cette fabella. Le plan ligamentaire latéral du genou est figuré sur ce schéma et comporte en particulier le ligament latéral externe ou ligament collatéral fibulaire qui est dirigé vers le bas et l'arrière. Ce plan ligamentaire, dans son ensemble, va limiter le varus, c'est-à-dire le déplacement du tibia vers le dedans, le tibia qui normalement, lors de l'appui monopodal, reste bien axé sous l'axe mécanique du fémur. S'agissant d'une vue latérale, on reconnaît la rotule, la tubérosité tibiale antérieure avec l'insertion du ligament rotulien, le tubercule de Gerdy et la tête de la fibula. Au niveau de la face latérale de l'extrémité distale du fémur, on trouve le tubercule supracondylien ou épicondyle latéral. Il s'agira d'une zone de convergence des insertions ligamentaires au niveau de ce plan ligamentaire latéral du genou. Le muscle droit antérieur appartient au quadriceps, s'insère sur la base de rotule et transmet sa puissance au tibia par l'intermédiaire du ligament rotulien, à la tubérosité tibiale antérieure. Nous retrouvons le ligament ménisco-rotulien qui connecte la partie moyenne du ménisque latéral à la rotule. Nous retrouvons également la coque condylienne latérale et le ligament collatéral fibulaire qui, nous l'avons dit en introduction, est dirigé vers le bas et l'arrière. Nous voyons également le rétinaculum patellaire transversal. Et sur ce schéma, nous avons également figuré le rétinaculum patellaire longitudinal avec le faisceau direct provenant du muscle vaste latéral et le faisceau croisé provenant du muscle vaste médial. Le muscle poplité est également visible, de même que le muscle biceps fémoral qui, nous verrons plus tard, est inséré sur la tête de la fibula et qui ici a été récliné vers le bas. Enfin, la terminaison du fascia lata, qui est un long fascia provenant de la région glutéale, on appelle cette terminaison le tractus iliotibial ou bandelette de Messia. Le plan ligamentaire médial du genou n'est pas complètement symétrique au plan ligamentaire latéral. On y retrouve le ligament collatéral tibial, autrement appelé ligament latéral interne, qui est dirigé, lui, vers le bas et l'avant. Ce plan ligamentaire a pour fonction principale de limiter le valgus, c'est-à-dire l'éloignement du tibia de l'axe du corps. Lors de l'appui monopodal, le tibia reste bien aligné sous l'axe mécanique du fémur et ce plan médial empêche le valgus, la dislocation en valgus du genou. C'est ce plan ligamentaire qui est très souvent lésé lors des entorses bénignes du genou
il se déchire plus ou moins complètement. On retrouve la rotule, la tubérosité tibiale antérieure et le tubercule médial tibial qui est en fait une zone d'insertion ligamentaire et musculaire qui est peu en relief. On retrouve également l'épicondyle médial qui est une zone de convergence des insertions ligamentaires. Et nous voyons ce muscle droit antérieur qui, par le biais du ligament rotulien, va permettre l'extension du genou, nous l'avons déjà dit. Le ligament ménisco-rotulien médial est bien sûr figuré, il connecte le ménisque médial au bord médial de la rotule, et le rétinaculum patellaire transversal qui stabilise la rotule et dont nous avons vu l'importance pour empêcher les luxations latérales de rotule. On doit également placer le rétinaculum patellaire longitudinal avec son faisceau direct issu du muscle vaste médial et son faisceau croisé issu du muscle vaste latéral. La coque condylienne médiale est figurée et l'on voit qu'elle est connectée au ligament collatéral tibial et en particulier au niveau de son faisceau superficiel. Le muscle semi-membraneux est présent sur cette vue médiale et l'on voit ici deux de ses insertions, le faisceau direct et le faisceau réfléchi qui s'insère sur la face médiale du tibia proximal. Nous avons placé ici une zone d'insertion musculaire assez basse et antérieure. Il s'agit de la zone d'insertion des muscles de la patte doigt. Ces muscles de la patte doigt sont trois et sont composés du muscle semi-tendineux, du muscle gracile et du muscle sartorius. Nous verrons plus en détail ces muscles lors du chapitre myologie. Si l'on revient maintenant aux éléments qui vont stabiliser le genou, en commençant par la rotation externe automatique. On sait qu'elle s'est produite par les surfaces articulaires, puisque la course de la surface articulaire condylienne médiale est plus importante que celle de la surface condylienne latérale. Il va donc y avoir une rotation du tibia sous le fémur en externe. Lorsqu'on est en flexion, nous avons cette configuration avec le fémur superposé en gris au-dessus des surfaces articulaires tibiales en noir, et les ligaments sont détendus. C'est-à-dire que le ligament collatéral fibulaire ou LLE, qui se dirige vers l'arrière, vers la tête de la fibula, est détendu. Le ligament collatéral tibial ou LLI est également détendu. Lorsque le tibia tourne sous le fémur, les points d'insertion de ces ligaments s'éloignent l'un des autres et le LLE se met en tension ainsi que le LLI. Sachant que cette rotation externe automatique est produite lors du passage de la flexion à l'extension, on comprend que les ligaments collatéraux tibiaux et fibulaires vont limiter cette rotation externe automatique et donc vont verrouiller le genou lors du passage de la flexion à l'extension. Si l'on ajoute à ce phénomène la mise en tension par le changement de courbure des condyles entre la partie postérieure et la partie antérieure, on comprend que l'appui monopodal va complètement verrouiller l'articulation du genou. Il s'agit donc d'un serrage par les ligaments collatéraux. Les ligaments collatéraux ne sont pas les seuls à unir les surfaces articulaires et tout le monde a entendu parler des ligaments croisés du genou. Nous avons représenté ici en rouge le ligament croisé antérieur et en bleu le ligament croisé postérieur. Les insertions sont asymétriques entre l'insertion sur le fémur, qui sont éloignées uniquement de 2 cm, et les insertions sur le tibia, qui sont éloignées de 5 cm sur une vue médiale.
Le comportement va donc être celui d'un pivot. Pour ce qui concerne le ligament croisé antérieur ou antéro-externe, il va s'insérer sur le condyle externe en haut, sur la face axiale du condyle externe en haut, et sur la surface antérieure du tibia en bas. Ainsi, ce ligament croisé est considéré comme antéro-externe. Pour ce qui concerne le ligament croisé postérieur, l'insertion proximale se fait sur la face axiale du condyle interne, en haut, et sur la face postérieure du tibia en bas. Ainsi, nous le nommerons ligament croisé postéro-interne. Si l'on place maintenant ces ligaments sur une vue ventrale et une vue médiale, ces ligaments sont croisés entre eux, mais également avec leur homologue collatéral. Ainsi, si l'on regarde le genou de l'avant vers l'arrière, le premier ligament que l'on voit est le ligament croisé antéro-externe qui croise la direction du ligament croisé postéro-interne. Si l'on regarde la vue médiale, on se rend compte que le ligament croisé antéro-externe est bien sûr croisé avec le ligament croisé postéro-interne, mais aussi le ligament croisé antéro-externe est croisé avec le ligament latéral externe, c'est-à-dire que les directions du LCAE sont différentes de la direction du LLE qui lui se dirige vers l'arrière. Le ligament croisé postéro-interne est croisé avec le ligament latéral interne, c'est-à-dire que le LCPI est croisé avec le LLI. Voyons maintenant la physiologie de ces ligaments, en commençant par le ligament croisé antéro-externe. Et l'on voit ici que les deux fonctions principales de ce ligament sont d'être tendu en extension. On voit ici le passage de l'extension à la flexion. La flexion rapproche les deux zones d'insertion du ligament et donc le ligament se détend. Mais également, le ligament croisé antérieur empêche le tiroir antérieur, c'est-à-dire que lorsque l'on va tracter sur le tibia vers l'avant, sous le fémur, les deux points d'insertion vont s'éloigner et donc le ligament se met en tension. Pour ce qui concerne le ligament croisé postéro-interne, c'est l'inverse. Il est tendu en flexion, puisque les deux zones d'insertion de ce ligament s'éloignent, et il est tendu lorsque la zone d'insertion distale en arrière du tibia de ce ligament s'éloigne de la zone d'insertion proximale sur la face axiale du condyle interne. Il est donc tendu lors de la manœuvre de tiroir postérieur. Ces éléments physiologiques vont permettre de tester le ligament lorsqu'il est abîmé dans le cabinet du chirurgien. Les ligaments croisés limitent donc la flexion-extension et la translation antéro-postérieure.